Merci beaucoup de votre invitation. Merci, cher Jean-Frédéric, de ce brillant exposé de qualité juridique sans pareil, dans lequel tu as répondu à certaines des questions que je posais dans le mien, mais pas tout à fait à toutes. Et merci aussi pour les intervenants précédents qui ont apporté beaucoup d'informations très précises sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors moi, j'ai été chargé de parler de ce qu'on appelle maintenant, depuis le début du colloque, les revenants, et sur un angle un peu particulier, mais qui me tient beaucoup à cœur, qui est le conflit entre ce que Max Weber appelait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que si à la fin des fins, il faut bien répondre par oui ou par non à une question du type « doivent-ils ou non revenir ?», il n'en demeure pas moins qu'avant de répondre à cette question, il faut se pénétrer et de la complexité politique, juridique et, le plus important sans doute, morale du problème auquel nous sommes confrontés. Il n'y a rien, à mes yeux, de plus dramatique que cette mauvaise habitude que nous avons, en particulier dans les périodes de crise, et que l'information en continu, les réseaux sociaux ont contribué à accentuer, qui consiste à tout simplifier et à trouver qu'au fond, tout est très simple et qu'on peut s'en remettre à la bonne conscience pour trancher des problèmes extrêmement complexes. Et combien ce problème est-il complexe ? Il l'est d'abord par la différente situation des personnes que nous avons, pour lesquelles nous avons à décider. Alors, il y a ceux qui se trouvent dans des pays souverains avec des systèmes juridiques qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne reposent pas sur les mêmes principes, mais enfin qui fonctionnent normalement. Je pense à ceux qui se trouvent en Turquie, ceux qui se trouvent en Irak, déjà plus compliqué avec ceux qui se trouvent aux mains des Kurdes, et encore plus compliqué quand ils se trouvent dans un camp en Syrie. Autre diversité de situations, il y a ceux qui ont combattu, qui ont été affiliés à Daesh, qui ont combattu à leur côté, voire qui ont été, puisque Daesh en avait quelques-uns qui ont été des bourreaux. Des bourreaux, vous vous souvenez, il y avait un bourreau français qui coupait sans état d'âme les têtes devant les caméras de télévision. Et puis il y a ceux qui ont gravité autour de cette sphère. Et puis il y a les femmes, et puis il y a celles qui sont parties combattre, il y a celles qui sont mères, et puis il y a des enfants. Alors il y a des enfants très jeunes, il y a des enfants moins jeunes, il y a des adolescents, il y a des enfants qui ont été conditionnés, des enfants qui ont combattu, des enfants qui ont tout juste eu le temps de naître. Et on ne peut pas traiter tout ça de la même façon, mettre tout cela sur le même plan. Sinon, on se comporte... vous vous souvenez comme jadis, quand on mettait les parents dans les trains et que le président du conseil disait les enfants aussi, pas séparer les familles. Bon. Je pense que l'histoire pèse d'un poids tellement lourd sur notre conscience que nous ne pouvons pas nous exonérer de prendre un peu de temps pour réfléchir à ces questions. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que nous sommes confrontés au retour de ceux qui ont, pour faire simple, trahi le pays. La dernière fois, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous souvenez, tous les collaborateurs, les collaborationnistes, les miliciens, les engagés dans l'armée allemande, je pense aux volontaires évidemment, et pas aux malgré nous, qui sont revenus, qui ont été jugés. Alors ils ont été
jugés de façon différente quand ils sont revenus tout de suite, ou quand ils sont revenus beaucoup plus tard. Hein. Quand ils revenaient tout de suite, on les a en général condamnés à mort et fusillés. Quand ils sont revenus plus tard, là, les passions s'étaient un peu émoussées. Ils ont fait quelques longues années de prison. Parfois même, certains sont passés entre les mailles du filet. On en a rattrapé certains 50 ans, 60 ans plus tard. Mais il y en a encore quelques-uns en liberté en France et en Allemagne et dans d'autres pays. Mais il y avait une très grande différence avec cette période. C'est que ces criminels de guerre, ces traîtres à la patrie ou à la nation qui avaient livré leur pays à l'occupant n'étaient pas animés d'abord par une haine de leur pays, par une haine de notre civilisation, de notre culture. C'était des traîtres, point, comme il y en a dans toute l'histoire. Nous sommes en face d'un problème très différent aujourd'hui, qui est celui de cette haine qui, à mon sens, est sans précédent. C'est-à-dire que parmi nos enfants, je dis nos enfants parce qu'ils sont français, nés en France, parents français, parfois nés d'ailleurs aussi au Moyen-Orient, mais de parents français, et que selon notre tradition juridique, ils sont donc français. Ce sont donc, que nous le voulions ou non, nos enfants. Eh bien, parmi nos enfants, il y a un certain nombre de gens qui haïssent viscéralement le pays qui est le leur, jusqu'à nouvel ordre, qui haïssent sa culture, encore une fois, sa civilisation, son histoire. J'ai été très frappé. Alors parfois, cette haine conduit à des réactions, on pourrait dire, anecdotiques ou presque innocentes, d'une insondable bêtise, mais assez révoltante, mais pas criminelle. Je pense à ce tweet qui a frappé peut-être certains d'entre vous, d'une responsable d'un syndicat étudiant le soir où Notre-Dame brûlait et où tout le monde était ému sur les réseaux sociaux. Elle a écrit « C'est votre délire de petit blanc ». Bon. Alors ça, c'est rien, sans doute un problème d'éducation, mais du délire de petit blanc à la haine absolue de son pays, il y a évidemment une marge, mais il y a aussi peut-être un lien sur lequel il faudrait s'arrêter. Ça me fait penser que il est parti, monsieur le professeur, il nous disait tout à l'heure, ce sont des criminels et des lâches. Oui, ce sont des criminels et des lâches, ça ne résume pas tout le problème. Ce sont des criminels et des lâches dont sans doute vous êtes mieux placés que moi pour analyser les ressorts psychologiques de la lâcheté et de la criminalité. Mais ça ne suffit pas non plus, la psychologie. Le problème, c'est ce qu'ils sont devenus. Encore une fois, des abîmes de haine. Il y a des criminels et des lâches, il y en a toujours eu. Et les criminels et les lâches, eh bien, ils se condamnent comme des criminels et des lâches. Mais que faire de toute cette haine? Voilà notre problème majeur, sans oublier que cette haine, elle nous met en face d'un ou de plusieurs dilemmes qui nous ne pouvons résoudre au fond qu'avec notre conscience. J'ai la conviction, moi, qu'il n'y a pas de nœud gordien qui soit tranchable, de vrai nœud gordien de conscience qui soit tranchable à coups d'épée. Il faut choisir, ou bien nous justifions tout par la bonne conscience. Exemple de bonne conscience, le régime syrien est un mauvais régime, tyrannique, mafieux, tout ça est parfaitement vrai. Et donc il n'y a pas de raison de se poser de questions, on le renverse et on vivra en paix avec notre conscience de défenseur des droits de l'homme. Bon. Alors, c'est passé d'ailleurs en Égypte. Hein, les Américains ont conduit à la destitution de Moubarak.
Beaucoup plus les Américains que les manifestants de la place Tahrir. Hein. Pour avoir vécu cette histoire d'heure en heure, dire que les Américains ont joué un plus grand rôle. Et ils ont peut-être joué un rôle assez grand qu'on minimise aussi dans un pays pas très lointain qui s'appelle la Tunisie. Mais restons sur l'Égypte un instant. Bon, M. Moubarak, qui avait dans le régime les défauts qu'on connaît, mais qui était plutôt un homme de paix, est parti. On a eu les frères musulmans à la place. Les Égyptiens s'en sont très vite lassés et ont très vite compris où cela menait. Il y a eu un coup d'État militaire. 250 000 morts, au moins. Les droits de l'homme n'ont pas beaucoup gagné dans cette histoire. Et j'oserais dire heureusement que le coup d'État a eu lieu. Sinon, le plus grand pays arabo-musulman basculait du côté des sunnites les moins modérés du monde, hein, voilà, qui avaient décidé d'établir une véritable république islamique en Égypte. Bon. Il faut accepter l'idée que la question syrienne, par exemple, est une question tragique. Hein. Nous sommes déchirés entre nos principes qui nous interdisent d'approuver un tel régime et puis les conséquences de la destruction du régime. Alors si on prend nos critères démocratiques, évidemment, la destruction du régime va de soi. Les Alaouites, c'est 10% de la population. Bon, les chiites, je crois, 3 et quelques pourcents. Les chrétiens, 3 et 5%. Bon. Donc la majorité, elle est sunnite, donc la majorité doit gouverner. Mais la différence avec nos démocraties, c'est que cette majorité-là, elle opprimera les minorités. Elle prendra sa revanche sur des siècles de domination des Alaouites. Si vous laissez en place le régime, il opprime les autres. Ainsi de suite. Bon, il n'y a pas de supériorité morale à ce que la majorité tyrannise la minorité, que la minorité tyrannise la majorité. Donc, tout à l'heure, vous avez fait un exposé tout à fait clair de tout ce qui s'est passé pendant ces dernières années autour du régime syrien. Je pense que l'Occident a fait, et la France en particulier, un mauvais choix en ne voyant pas à quel point le mal absolu se trouvait de l'autre côté pour cette région, pour une partie du monde et pour nos sociétés en particulier, et pour la France en particulier. Maintenant, c'est pas aussi simple non plus. Je tire le fil, c'est vraiment pour que chacun y réfléchisse. Très bien, l'Arabie Saoudite a joué le rôle qu'on connaît, le Qatar a joué le rôle qu'on sait. Maintenant, là aussi, nous nous trouvons devant un dilemme. L'intérêt, la paix du monde, la stabilité de la région et nos intérêts vitaux sont-ils compatibles avec la destruction des monarchies du Golfe? Je me garderai de faire ce soir une réponse n'étant pas président de la République et n'ayant pas à trancher cette question, mais j'ai une conviction très, très profonde. Et réfléchissez-y et on en reparlera. Mais on ne peut pas se dire « Oh, les méchants, ils ont mal agi, maintenant on va s'en débarrasser ». Mais si on s'en débarrasse, que se passe-t-il? Je ne reviens pas sur l'histoire libyenne qui nous entraînerait trop loin et à laquelle j'ai été mêlé de trop près pour avoir envie d'évoquer ce cas, le faire de façon un peu objective. Donc là, nous nous trouvons vraiment devant une question morale. Premièrement, un pays défend et protège ses ressortissants. C'est un principe absolu avec lequel nous ne pouvons pas transiger. Nous ne pouvons pas transiger parce que si nous transigeons avec ce principe, eh bien, chacun d'entre nous se retrouve dans le monde, une fois qu'il n'est plus en France, sans aucune protection. Hein, c'est-à-dire que le monsieur qui se promène dans un pays d'Asie auquel on met une dose de drogue dans son bagage et qui se fait condamner à mort parce qu'on a trouvé quelque chose qu'il n'a pas transporté, eh bien on le laisse tomber. Ou bien à l'autre extrémité, malgré le peu de sympathie que j'éprouve pour lui, on considère qu'il est normal que M. Goss ne soit traité comme il est traité par la justice japonaise, sans que la France n'ait rien à dire. Bon.
ça vaut pour nous tous. C'est toujours se rappeler quand même que tous les enjeux de ce genre qui sont dans ce genre de dossier nous concernent tous, ou pourraient nous concerner tous un jour ou l'autre. Jean-Frédéric parlait tout à l'heure du droit et des libertés. Quelques petites divergences sur l'état d'urgence et l'efficacité des perquisitions, mais la question qu'il posait, qu'il soulevait, elle est essentielle. Mais elle est essentielle pas par compassion pour les criminels, les lâches, les terroristes, j'allais dire par compassion envers nous-mêmes. C'est voulons-nous d'un système où nous pouvons être embastillés sur une décision arbitraire, privé de droit de la défense devant un tribunal, privé d'un procès équitable? La réponse est non. Enfin, je pense. Sauf ceux qui pensent qu'ils sont absolument à l'abri de ce genre de choses. Mais vous verrez, quand le gouvernement des juges aura encore progressé, vous changerez peut-être d'avis pour ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri de tout. Donc voilà, nous leur devons déjà au moins l'assistance consulaire, la protection consulaire. Nous devons veiller à ce qu'ils aient, en tout cas dans des régimes comme l'Irak, pays comme l'Irak ou la Turquie, un procès équitable. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous ne pouvons pas, c'est un second de nos principes essentiels, interdire l'entrée de notre pays à ses ressortissants. Alors, on peut très bien décider qu'on va priver de la nationalité française un certain nombre de gens. Comme le faisait remarquer Jean-Frédéric, cela suppose qu'ils aient une double nationalité. Parce que c'est bien joli de fabriquer des apatrides. Mais admettons que tout le monde fasse la même chose. Hein. Vous imaginez ce que nous agitons au chaos du monde et à notre insécurité. Hein, honnêtement, plutôt que de voir des gens se promener dans le monde entier sans attache, sans qu'aucun État en soit responsable, je préfère à ce moment-là les reprendre, les condamner, les enfermer. Enfin, voilà, ça me paraît. Donc, on ne fabrique pas d'apatrides. La question de la déchéance était une vraie question. Elle a été traitée de façon hystérique, passionnelle, et donc pas traitée du tout. Hein. On peut aujourd'hui, mais si mes souvenirs sont exacts, il faut être français depuis moins de 10 ans. Bon. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, pour revenir aux enfants, nous avons signé la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant, et nous ne pouvons pas la violer, c'est-à-dire ce qui serait violer, encore une fois, nos propres principes, ce qui serait devenir comme eux et laisser des enfants sans état d'âme dans des camps où ils sont placés dans des situations souvent terribles. Hein. Et puis reste le problème de la peine de mort. Mais là encore, même à l'intérieur de cette éthique de la conviction, on se retrouve confronté à un premier dilemme. On vous dit, il faut leur donner les droits il faut reconnaître les droits des prisonniers de guerre. Bon, c'est peut-être des prisonniers de guerre pour les gens qui les ont fait prisonniers en combattant, mais pour nous, ce ne sont pas des prisonniers de guerre. Hein, c'est pas des prisonniers de guerre, c'est des citoyens qui ont décidé de lutter contre leur propre pays. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre. Hein, c'est pas... ça, encore une fois, ça s'appelle des traîtres depuis le début de l'humanité, des gens qui ont tout renié. Vous savez, pour avoir les droits du prisonnier de guerre, il faut qu'il y ait deux pays en guerre et que chacun appartienne à un des deux pays. Voilà, quand vous attrapez un Français engagé dans la division Charlemagne pour aller combattre aux côtés des nazis, c'est pas un prisonnier de guerre. Hein. Voilà, il n'a pas droit à ce traitement. Mais en revanche, en Irak, en Turquie, chez les Kurdes, ce sont des prisonniers de guerre et on a le devoir de veiller à ce que s'applique à eux, dans ces pays-là, le statut de prisonnier de guerre. Les enfants qui sont le problème le plus difficile à résoudre, c'est à la fois la façon dont notre société considère les enfants, leur innocence, leur fragilité qui est en cause,
et en même temps la suite de l'histoire. Que feront ces enfants quand ils auront grandi? Et avant même cette question-là, qu'ont-ils fait réellement? Parce qu'il y a l'enfant qui vient de naître, il y a l'enfant d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Il y a aussi l'enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, qu'on a déjà conditionné, qu'on a mené au combat. Voilà, cette question, c'est peut-être la plus difficile à résoudre et celle qui est porteuse de plus de danger pour l'avenir. Je ne veux pas martyriser un enfant innocent et je ne veux pas non plus que l'enfant innocent devienne un vengeur terrible et rempli d'une haine encore plus grande que ses parents. Et là aussi, qu'avons-nous comme choix? Donner une réponse définitive et générale? Et vous savez, quand un enfant a moins de 13 ans, on ne peut pas le mettre dans un centre d'éducation fermé, ou alors on change la loi. Quand un enfant a moins de 16 ans, on ne peut pas le mettre en prison. Or, vous avez des combattants de 14 ans, 15 ans. Quand il revient en France, on ne peut pas l'emprisonner. Et si vous voulez, ça nous oblige à réfléchir, presque. Ça nous oblige à conclure. Presque. Parce que s'il était facile de conclure, il n'y aurait pas besoin de ce colloque. Voilà, on dirait, écoutez, on va tous les laisser là-bas, et puis tant mieux s'ils meurent tous, soit de mauvais traitements, soit de condamnés à la peine de mort. Et en face de ce premier dilemme de conflit entre les questions juridiques et de responsabilité, il y a encore une fois l'éthique de responsabilité, à la fois ce que nous pensons de l'être humain pour ne pas être comme eux, et le danger de voir se disperser dans la nature un certain nombre. En France, ce sont des enfants qui ont déjà été conditionnés. Et dans le reste du monde, si on laisse nos concitoyens haineux vivre leur vie, parce qu'ils seront peut-être s'évaderont-ils, peut-être seront-ils finalement relâchés par les pays dans lesquels ils sont emprisonnés. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette question, pas plus d'ailleurs que nous ne devons, en face de la question morale, nous débarrasser d'une autre question qui aujourd'hui est totalement évacuée du débat public, c'est celle de la raison d'État. Nous avons un conflit entre la raison d'État et entre la raison morale, mais surtout n'évacuer ni l'un ni l'autre. Et ça m'amène à ceci, c'est que c'est vrai que le gouvernement, je n'en suis pas un soutien enthousiaste, a une position qui paraît fluctuante et discutable et insaisissable parfois. Mais cette réalité-là est-elle si facilement saisissable? Y a-t-il une autre solution que le cas par cas dans cette affaire, et en particulier pour les enfants? Eh bien moi, très profondément, après avoir pesé mes interdits moraux et mes nécessités liées à la raison d'État, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'autre solution que de regarder au cas par cas, en particulier pour les enfants et pour les mères, et même pour les autres. Voilà. Étudier au cas par cas, et en fonction de sa conscience, et nous n'échapperons pas, encore une fois, au cas de conscience. Si nous y échappons, alors nous commettons une faute morale vis-à-vis de nous-mêmes qui est terrible et que nous paierons très cher, parce que nous n'étendrons pas la haine non plus comme cela. Voilà ce que je voulais vous dire, uniquement pour que chacun y réfléchisse et non pour vous apporter une réponse définitive à cette question. Merci. Merci, cher ami. En tout cas, on la voit et on la sent bien, hein, la tension de l'axiome weberien entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. On la sent dans vos propos, dans tes propos. Je voudrais juste dire un mot au sujet de l'Égypte avant ce qu'on appelle le coup d'État. Chacun l'appellera comme il le veut. Il y a eu 30 millions d'Égyptiens qui ont manifesté. Ils ont combattu contre leur propre pays. Oui, cher Henri, en France, ils ont combattu
contre leur propre pays. Mais en Syrie, ils ont combattu dans le même sens que leur pays. Ça aussi, ça relève peut-être d'un autre dilemme. Je crois que le sujet, responsabilité et conviction, Weber, renvoie et a toujours renvoyé chez toi, cher ami, et c'est un compliment. Je le vis moi-même et beaucoup d'autres le vivent certainement. L'autre dilemme entre le savant et le politique du même auteur, Max Weber.